Nous allons commencer le webinaire dans quelques minutes. Entre-temps, je vois les gens entrer en ce moment dans le webinaire ici. Est-ce que vous étiez avec nous pour les deux dernières séances? Est-ce que c'est votre première séance? Indiquez-nous dans la boîte de chat de clavardage. Et si vous êtes nouveau pour cette séance ici, dites-nous qui vous êtes, d'où vous nous regardez en fin de cet après-midi, puis également quel organisme que vous représentez. Donc, allez-y, je vois les gens qui continuent d'entrer. C'est parfait. Excellent. Madame Beaulieu est ici pour notre troisième séance cet après-midi. Bienvenue. Bravo de rester en ligne et à l'écoute de nos initiatives. Encore plus blanc qu'en début de webinaire, donc il continue à neiger là-bas. Intéressant. Ben, un Noël blanc ou un Noël vert cette année, hein? C'est ça qu'on se demande tous. Bien, bonjour à toutes et tous et merci d'être encore avec nous pour le dernier webinaire de la journée. Bienvenue aux nouvelles personnes qui viennent tout juste de se joindre à nous pour entendre et écouter et découvrir de nouvelles initiatives. Je vous rappelle que l'événement est présenté par l'Association des collèges et universités de la francophonie canadienne et qu'il est rendu possible grâce à l'appui du gouvernement du Canada ainsi à la précieuse collaboration des partenaires nationaux dans le dossier de la petite enfance pour la CUFC, qui sont nos partenaires, la Commission nationale des parents francophones, la Fédération nationale des conseils scolaires francophones, le Réseau de développement économique et d'employabilité du Canada, ainsi que la Société Santé en français. Je suis Mélanie et je vais être votre animatrice tout au long de cette séance ici. Et la semaine prochaine, le 13 décembre, n'oubliez pas, insérez à votre calendrier, ce sera le dernier après-midi de webinaire pour présenter les initiatives de la petite enfance. Aujourd'hui, celui-ci, c'est une 6e séance d'une série de 9 qui s'intitule Plein feu sur la formation initiale et continue accessible en Saskatchewan, au Manitoba et en Colombie-Britannique. Donc, sans plus tarder, dans les prochaines minutes, vous allez découvrir des présentations des initiatives de l'Université Saint-Boniface, de l'Association des parents francescois et de la Fédération des parents francophones de la Colombie-Britannique. À la suite de chaque présentation, je vais échanger brièvement avec nos invités et à la fin de ce webinaire, je vais les inviter à revenir avec moi à l'écran pour mener vraiment une discussion pour terminer la séance sous la thématique de cette séance ici. Puis c'est à ce moment que vous pourrez poser des questions par l'entremise questions-réponses que vous avez tout au bas de ce Zoom ici. Tout au long des présentations, vous avez des questions, n'hésitez pas là, à les insérer directement et ça va me faire plaisir de pouvoir les poser directement à nos invités. Si une question s'adresse particulièrement à une de nos invités, mentionnez-la, sinon la question sera posée aléatoirement à tous nos invités. Donc, sans plus tarder, commençons tout de suite avec la première présentation, celle de l'Université Saint-Boniface au Manitoba. Bonjour, je m'appelle Erin Bandal. Je suis professeure et coordinatrice du programme Milieu de travail en éducation de la jeune enfance à l'Université de Saint-Boniface. Et je suis ici aujourd'hui pour vous parler d'un de nos projets ACUFC qui s'appelle Nouveau mode de prestation et renforcement du diplôme en éducation de la jeune enfance. Donc, cette initiative ici était d'augmenter le nombre de diplômés en éducation de la jeune enfance au Manitoba en rendant la formation francophone accessible à distance. Donc, pour cela, on a aménagé des salles de classe pour offrir des classes en format bimodal. Les étudiants peuvent maintenant étudier 100% en mode synchrone à distance
ou 100% en salle de classe ou un mélange des deux. Cette idée de projet est vraiment venue du fait que 63% des centres d'apprentissage francophones au Manitoba se retrouvent en milieu rural. Et les obstacles liés au recrutement et la rétention sont plus accrus dans ces milieux-là. De plus, les étudiants potentiels n'ont pas toujours les moyens pour se présenter sur le campus afin d'étudier. Donc, on voulait vraiment éliminer des obstacles auxquels les étudiants francophones peuvent rencontrer en offrant des études en mode synchrone à distance. Une description détaillée du projet, c'est qu'on a aménagé 4 salles de classe afin d'offrir des cours bimodales en tout temps. On a créé des outils de formation tels que des vidéos, des guides pour soutenir les professeurs et les étudiants lorsqu'ils étudient de façon bimodale. On a aussi travaillé avec Wikifilms et avec l'USB pour créer des capsules vidéo promotionnelles, mais aussi on a entamé une campagne de recrutement très intensive où on a participé à plusieurs activités initiatives, des conférences, des foires de carrière, des annonces publicitaires, etc. Donc, le déroulement de la mise en œuvre, c'était au début, on s'est préparé, on a fait des consultations, des recherches pour aménager les salles de classe, de la technologie qu'on avait besoin. On a préparé des capsules vidéo et des guides pour les profs. On a fait des formations pour les profs. On a eu un peu une pratique forcée, disons, en raison de la COVID. On devait enseigner nos cours à distance en mode synchrone. Et donc, on a eu un peu l'expérience, ce qui n'était pas prévu pour se préparer pour cette façon d'enseigner quand même. La campagne de recrutement, on a travaillé ça pendant tout le projet vraiment. On a fait des annonces publicitaires dans le journal, on a fait des pages d'atterrissage, en plus de tout ce que j'ai déjà décrit. On a mis en œuvre, une fois que les contraintes sanitaires étaient levées, disons, puis on avait préparé les salles de classe avec la technologie nécessaire. Donc, on a commencé à ce point-là. Et pas mal vite, on a commencé à évaluer comme quels étaient les besoins des profs et des étudiants, qu'est-ce qui fonctionnait bien, moins bien. On a sondé les profs et les étudiants afin de soutenir tout le monde et faire des changements en cours de route. Un de nos grands partenariats qui a été un grand succès pour nous, c'est qu'on a participé à une conférence donnée par la FPFM et la DSFM ici au Manitoba. C'était une conférence pour les intervenants en éducation de la jeune enfance ou en éducation et les parents. Là, on a pu parler à plusieurs franco-manitobains qui s'intéressent aux études et on a eu du grand succès. On va certainement participer à ça dans le futur et c'était une bonne expérience pour nous. Les défis rencontrés étaient beaucoup liés à la COVID-19. On n'a pas pu se rencontrer en personne souvent. Nos partenaires ne pouvaient pas toujours venir sur le campus. Donc, ça, c'était un défi aussi. Il y avait des grands délais liés à la livraison et l'installation de tous les outils technologiques dans les salles de classe bimodales. Aussi, on a une petite équipe à l'USB, donc c'est pas toujours facile de trouver des personnes pour travailler sur ces genres de projets avec nous, mais on a travaillé ensemble pour tout faire. Les principaux impacts, c'est qu'on a doublé le nombre de nos inscriptions, on a beaucoup plus d'étudiants des régions rurales et on voit que les profs, ils ont accès à plus d'outils, plus de différentes façons d'enseigner. Donc, on a vraiment accru nos capacités pédagogiques comme profs. Les retombées pour les centres, les étudiants, les enfants, les familles sont très semblables à les nôtres parce que nous autres, quand on a un étudiant qui devient diplômé de notre programme, ensuite ils vont travailler. Donc, ça augmente la qualité des services qui sont offerts et aussi on voit une augmentation de personnel formé parce qu'ils ont pu accéder à des études à distance.
Je vous invite d'aller sur notre site web, d'aller regarder le code QR. Vous allez trouver plein d'informations sur nos programmes et nos projets. Puis, il y a des places là où on peut visionner les vidéos qu'on a créées avec Wikifilms. On est très fiers de cela. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre temps et je vous souhaite une bonne journée. Merci. Merci, Madame Vinet. Je vais vous inviter vraiment à vous joindre à moi à l'écran ici. Excellent. Les principaux impacts sont excellents. Bravo, c'est vraiment fort impressionnant ce que vous avez fait. Ça va bien? Oui, merci. Et toi? Oui, oui, ça va super bien. Ma première question, là, selon votre expérience, comment avez-vous accompagné le corps professoral à travers les principaux enjeux et défis de l'enseignement bimodal? Bonne question. Donc, quand on a approché le projet, je sais que plusieurs d'entre nous, on avait un peu peur parce que c'est une nouvelle façon de faire avec des étudiants en classe, des étudiants en ligne, mais on a eu la chance d'avoir un partenariat avec la division scolaire franco-manitobaine qui le faisait déjà. Donc, on a pu avoir quelques formations avec la personne qui dirige ce projet. Donc, beaucoup de belles astuces. Et voici ce qui fonctionne bien, moins bien. Et comme ma collègue Erin mentionne dans la vidéo, la pandémie nous a forcé aussi d'apprendre à utiliser beaucoup d'outils technologiques. Et une autre petite découverte pendant la pandémie, c'était on a créé des trousses qu'on envoyait à la maison pour les étudiants puisqu'on ne pouvait pas faire du pratique en classe. Donc, on a continué à faire les trousses pour les étudiants qui sont en ligne. Donc, ils reçoivent du matériel comme s'ils étaient dans la salle de classe. Donc, ça fait vraiment en sorte que peu importe où tu es, la formation reste vraiment la vraie formation comme si tu serais dans la salle de classe. Parce que c'était vraiment une préoccupation. Comment est-ce qu'on assure que même si tu es à la maison, tu recevrais ce que tu aurais si tu viendrais dans la salle de classe? Donc, et en plus, aussi, on a eu des formations sur l'équipement. Parce que ça, c'était toutes des nouveautés aussi. Donc, on a développé des capsules vidéo, des guides avec une experte technologique pour comment appuyer les profs, puis aussi des guides pour les étudiants qui sont en bimodal. Donc, ça change un peu comment tu étudies quand tu es à distance également. Donc, je pense qu'on a vraiment essayé de penser à tous les différents aspects de changer vers l'enseignement bimodal. C'est excellent, c'est une belle valeur ajoutée d'envoyer le matériel directement aux apprenants, apprenantes dans votre programme. Est-ce que c'est quelque chose que vous allez poursuivre à long terme? Oui, on est tout Oui. organisé maintenant, un système pour justement fabriquer les trousses aux besoins. C'est ce que moi je me suis dit, parce que tout ce que je reçois, il me semble, c'est des factures. Donc, avoir une trousse avec des choses à vivre, ça serait le fun de recevoir comme étudiant. Mais pour nous, c'était vraiment important qu'ils reçoivent le matériel. Je sais, dans certains cours, il y a des profs qui ont changé aussi. Donc, qu'est-ce qu'on peut utiliser qu'on a déjà? Donc, des matériels Eh, naturels. Puis, tout le monde peut aller dehors chercher qu'est-ce qu'ils voient dans leur cours ou dans leur environ. Puis, ça peut faire aussi des belles discussions. Comme qu'est-ce que toi, t'as trouvé quand t'es allé dehors versus si t'es en ville, si t'es au rural, les différentes petites sortes d'arbres dans ta cour ou les différentes couleurs de ta terre ou les cailloux que tu as trouvés. Donc, ça faisait intéressant quand même d'avoir à penser autrement. Donc, ça nous a vraiment poussé à, OK, quels sont nos aspects pédagogiques qu'on veut maintenir, puis lesquels est-ce qu'on veut vraiment repenser pour assurer que c'est inclusif et je pense aussi pour ces personnes qui travaillent dans leur milieu, ça leur donne des idées de qu'est-ce qu'ils peuvent aller faire avec les enfants dans leur groupe, mais aussi parce qu'ils l'ont vécu en salle de classe. Exactement, vous avez modélisé une belle façon d'apprentissage à faire, puis en même temps, ben, ça responsabilise aussi les apprenants et apprenantes à être un peu créatives et créatifs dans le développement de la programmation. Selon les résultats, quelle est la clé du succès que vous diriez, parce que vos résultats sont très bons, quelle est la clé de votre succès? Je pense que juste la grande partie pour notre programme, c'était de pouvoir le suivre entièrement à distance de manière bimodale. Je pense que ça a été une des grandes clés de succès parce qu'on a des gens d'un peu partout. Mais je pense aussi c'était on a vraiment essayé de créer des façons que les étudiants peuvent quand même développer des relations entre eux. Ça, c'était un autre défi auquel on avait peut-être moins pensé, puis on s'est vite rendu compte. C'est différent quand ils sont pas dans la salle de classe parce qu'ils n'ont pas nécessairement les pauses pour jaser ou les travails de groupe sont juste un peu... C'est juste différent quand tu es sur un Zoom. Donc, on a vraiment pris le temps d'essayer de bâtir les liens entre les étudiants.
peu importe si tu es dans la salle de classe ou en ligne, comme ça, ils se sentent quand même comme sont partie d'une communauté dans leur Mhm. salle de classe. Non, c'est important, ça, tout le côté de la valeur humaine, de pouvoir partager puis de renforcer les liens. Ouais. Excellent. Qu'est-ce que, peut-être en contexte minoritaire francophone, quelle est la distinction des besoins entre les communautés urbaines et rurales pour le personnel éducateur? Ouais, donc, la grande majorité de nos centres francophones en milieu rural manquent de personnel formé. Mhm. Ils ont plusieurs licences provisoires, donc tu sais, on voulait aussi pouvoir appuyer la formation. Puis la grande majorité travaille déjà dans ces milieux. Donc, avec notre programme milieu de travail, c'était tellement logique de se dire, OK, on a commencé avec celui-là, ensuite on a ajouté notre programme régulier parce que la plupart vont faire leur carrière de toute façon. Donc, c'est mieux envers la qualité s'ils peuvent recevoir cette formation-là. Parce que maintenant, on voit la différence dans un centre où ils ont plusieurs, ça fait quoi, 3 ans maintenant, 4 ans qu'on le fait de cette façon. Donc, ça fait une différence. Maintenant, ils ont plein de personnel formé dans peu de temps. Donc, c'est quand même incroyable de voir certains centres qui avaient des licences provisoires qui ont maintenant des licences régulières et ça change la qualité des centres, tu le vois. Et je pense que les directions qui sont nos grands partenaires, sont soulagés qu'il y a une option maintenant qui facilite la formation. C'était beaucoup avant, je pense, d'encourager les gens de voyager jusqu'à Winnipeg quand t'as 1 heure de route aller, 1 heure de route pour retourner versus, tu sais, maintenant tu peux rester chez toi puis suivre la formation en ligne. Je pense que ça change beaucoup comment les directions arrivent à encourager le personnel d'aller se former. Exactement, c'est une belle occasion pour continuer le développement de leur apprentissage, mais en restant dans le confort de chez eux parce que 1 heure Ouais. de route aller, 1 heure de route, retourner à la maison, c'est pas évident après avoir travaillé toute sa journée, puis on le sait quand même que le personnel éducateur est aussi, fatigué en ce moment Oui. ici, là. Et quand il fait Donc temps plein, c'est pire, hein? C'est comme, ouais, ça rajoute encore. Puis ça change aussi l'enjeu pour la personne aussi, parce qu'ils ont une augmentation de salaire quand ils reçoivent la formation. Et je pense que c'est valorisant pour eux de suivre la formation si c'est leur choix de profession. tout à fait. Puis la valorisation est tellement importante. Donc, on en a cherché plus de développement, d'apprentissage pour eux, sont en meilleure mesure d'accompagner les jeunes enfants, puis en même temps de se sentir vraiment valorisés, qui sont des professionnels dans le secteur de la petite enfance. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser directement dans la boîte questions-réponses ici. Si vous avez des commentaires à faire à Mme Vinet par rapport à l'initiative que l'Université Saint-Boniface a menée, vous pouvez les inscrire directement dans la boîte de chat. Merci, Mme Vinet, pour votre participation. Nous allons nous retrouver à la conclusion de ce webinaire ici. Donc, sans plus tarder, allons regarder la prochaine présentation, celle de l'Association des parents francescois. Bonjour, je suis Apollinaire Futso, directeur général de l'Association des parents francescois en Saskatchewan. Je suis avec ma collègue Jeanne. Toi, Jeanne? Bonjour, je m'appelle Jeanne Etchuliniana. Je suis la coordinatrice provinciale des projets et programmation à l'Association des parents francescois, APF. Bonjour. Oui, nous sommes ravis de vous présenter aujourd'hui le projet Formation et renforcement des capacités des éducatrices et éducateurs de la petite enfance en Saskatchewan. Ce projet qui a été mis en œuvre de mars 2020 à mars 2022 visait à favoriser les stratégies de recrutement et de rétention d'un plus grand nombre d'intervenantes et d'intervenants en service de garde francophone. Comme vous le savez, le recrutement et surtout la rétention de personnel dans les garderies francophones est un grand enjeu ici en Saskatchewan, un peu plus qu'ailleurs au Canada. C'est ainsi que dans le cadre de ce projet, l'Association des parents francescois a soutenu la formation initiale et la formation continue du personnel des garderies francophones. Les directions des 10 centres ont également reçu des formations adaptées à leurs besoins. Comme vous allez le constater avec la présentation de ma collègue Jeanne qui suit, les résultats de ce projet mis en œuvre dans un contexte difficile sont allés au-delà de nos attentes. À toi, Jeanne.
Comme résultat, on a pu avoir 88 personnes qui ont participé à cet atelier de formation continue. Et là, il y a des gestionnaires, des intervenants, des services de garde, et des CPE et des garderies à milieu familial. On a eu 2 campagnes de valorisation de carrière en petite enfance à travers les réseaux sociaux au Vive Radio-Canada. On a mentionné qu'il y avait des défis liés au COVID. Ce temps-là, des écoles, des centres éducatifs, des garderies étaient fermés. Mais l'APF a misé beaucoup sur des rencontres virtuelles, des formations virtuelles. On n'a pas vraiment croisé les bras. Et ça nous a montré que l'APF a été partenaire important pour pouvoir résoudre les défis liés au COVID et rendre le service de la petite enfance plus important et agréable aux parents francescois, nouveaux arrivants, exogames de la province. Comme impact du projet, on a fait 4 ateliers de formation des gestionnaires, intervenantes, des nouveaux personnes qui ont commencé des postes à ce temps-là pendant 2020-2022. Le recrutement des personnes remplaçantes dans des centres éducatifs, dans des garderies, a favorisé l'accroissement du nombre d'éducatrices et éducateurs souhaitant être formés dans des formations continues et initiales. Plus de 5 communautés francophones ont pu être appuyées dans des ateliers de formation continue en éducation à la petite enfance. Et là, on peut mentionner à Regina, Gravelbourg, à Saskatoon, à Prince Albert, à Walman. Là, on a pu voir beaucoup d'éducateurs et éducatrices qui ont été formés en formation continue et initiale. On avait aussi plus de 11 communautés francophones qui ont été sensibilisées en matière de carrière en petite enfance. Et le nombre d'enfants sur les listes d'attente a baissé à ce moment-là dans la province. La main-d'œuvre, qui était un problème très, très crucial en Saskatchewan, a changé de couleur. On a vu une main-d'œuvre qualifiée, francophone et stable à travers le projet. Quant à la réussite, je peux mentionner qu'il y avait quand même la résilience. Donc, on fait preuve, les éducatrices, éducateurs, les intervenants, les gestionnaires en petite enfance. Avec subventions accordées, des ateliers en formation, vraiment, il y avait un soutien aux intervenants et intervenantes en petite enfance. Valorisation des carrières en éducation à la petite enfance. Et par là, on a remarqué qu'à travers nos ateliers de formation, on a eu comme 3 éducatrices qui étaient ici en Saskatchewan, qui ont changé de carrière, ont pu ouvrir leur propre garderie, donc sont devenues des entrepreneurs au lieu d'être éducatrices. Donc, il y a un centre éducatif, Chacha, que je peux nommer tout de suite, et 2 autres garderies à milieu familial qui ont été ouvertes ce temps-là. C'est pourquoi il y a eu des reportages, des articles qui ont été publiés sur Radio-Canada au Vive, donc à l'initiative de l'APF pour promouvoir nos 3 entrepreneurs en Saskatchewan. La production d'un guide en français sur les carrières aussi a été mise en place à l'initiative de l'APF à travers le projet. Comme incidence, moi, je peux dire que le projet nous a amené vraiment beaucoup d'ateliers, beaucoup de formations en cours d'emploi. Alors qu'avant, on avait une formation aux éducatrices, aux éducateurs au cours du symposium des parents et aussi une formation par année pour les gestionnaires des centres éducatifs, des gardiens à milieu familial au cours du symposium des parents. Des rencontres de concertation, de sondage, des prises de contact avec les gestionnaires, éducatrices, éducateurs à la petite enfance. Tout ça, ça a montré que le projet a donné beaucoup d'impact, beaucoup de résultats, plus de résultats de succès et la main-d'œuvre qui est vraiment devenue très formée, stable et francophone. Et comme leçon apprise, le projet a soulevé le besoin d'un organisme qui fédère les centres éducatifs et des garderies pour faciliter la concertation et la coordination.
Merci beaucoup. Merci, Madame Jeanne, d'avoir présenté. Je vais inviter vraiment à ouvrir votre caméra et venir me rejoindre tout de suite à l'écran ici. Est-ce que vous êtes là, Madame Jeanne? N'hésitez pas, si vous avez des questions pour l'Association des parents francophones de la Saskatchewan, n'hésitez pas à de mettre votre question directement dans la boîte questions-réponses. Puis, si vous voulez en connaître davantage, le site web est directement dans la boîte de clavardage et les coordonnées de notre invité se retrouvent directement là. Ça va bien? Oui, ça va bien, toi? Oui, ça va super bien. Merci pour ce beau projet et bravo d'avoir aussi misé sur le personnel en centre et en milieu familial. Mhm. C'est une belle initiative. Souvent, il y a un déclin, on oublie certaines des parties quand on mise juste sur une initiative. Donc, bravo d'avoir pensé à jumeler les deux. En ce moment, selon votre connaissance, quel est l'état de la pénurie du personnel de la petite enfance dans les communautés françaiscoises? En premier, en Saskatchewan, c'est vraiment la province où il n'y a pas de francophones. Les francophones qui sont ici sont des gens qui ont quitté d'autres villes, notamment ont quitté Montréal, Ottawa, Toronto, et aussi d'autres gens qui viennent des pays étrangers, des immigrants. Donc, arriver ici, commencer le travail, c'est toujours compliqué parce que ces gens-là ont besoin de faire des formations. Donc, jusqu'à maintenant, il y a vraiment la pénurie, mais quand même, avec le projet on a fait 2020-2022, on a eu vraiment beaucoup d'éducatrices, éducateurs qui ont été formés. Ça a baissé, mais quand même, c'est un milieu francophone qui est comme minoritaire, je peux dire. Mhm. Excellent. Donc, vous avez réussi au moins à augmenter le nombre de personnels éducateurs en français dans votre communauté, dans vos communautés. Oui, vraiment. Excellent. Comment s'assurer, parce que vous formez aussi des professionnels, mais aussi des entrepreneurs qui se lancent dans l'ouverture d'un service de garde en milieu familial? Oui. Comment s'assurer là, qu'ils soient outillés pour leur nouveau rôle de gestionnaire et surtout de s'assurer que les connaissances de la petite enfance soient transmises? Mhm. Donc, ici à Saskatchewan, si quelqu'un vraiment a la volonté d'ouvrir un centre éducatif, une garderie, il y a tout le temps de l'aide du ministère. Il y a un consultant, une consultante du ministère de l'Éducation qui est là pour appuyer si tout va bien avec les papiers, si tout va bien pour comment tu as disposé tes locaux, si tout va bien pour recruter des familles. Et aussi, l'APF, on est toujours là aussi pour appuyer dans des ressources, appuyer dans des formations continues avec ces éducatrices. Et aussi, ce sont des éducatrices que je peux dire qui ont d'expérience, beaucoup des années d'expérience comme éducatrices, qui ont des bagages, quoi. C'est pas n'importe qui peut vraiment s'aventurer, ouvrir un centre éducatif. Mais le problème Donc, qu'il y a toujours, c'est un milieu vraiment francophone où nous sommes des minoritaires. Il faut dire que cette année, ça peut fonctionner et l'autre année, tu n'as pas des inscrits. Mais nous voyons que quand même, il y a des personnes persévérantes hein, qui continuent, même s'il n'y a pas des inscrits, mais ne lâchent pas, continuent. Et l'APF, nous sommes toujours là pour les appuyer. Puis nous voyons quand même que euh, la loi est appliquée, il n'y a aucun problème. exactement. Donc, la majorité des personnes qui s'inscrivent vraiment pour faire l'ouverture de centres en milieu familial, ce sont majoritairement du personnel éducateur, donc ils ont déjà les connaissances en milieu de la petite enfance, tout ça. Puis la province et vous
les accompagner directement dans toutes les mesures qu'ils ont besoin Ouais. parce qu'on le sait que c'est quand même un secteur qui est très... il y a beaucoup de lois, beaucoup Ouais. d'éléments à prendre en considération lors d'ouverture d'un centre. Mm. Donc, ça, c'est bien. Vous travaillez sûrement beaucoup en collaboration avec des partenaires clés de votre communauté aussi. Ouais. Oui. Oui, on a des partenaires. Ouais. Mhm. Excellent. Bien, merci, Madame Jeanne, de votre engagement à ce projet. Nous allons nous retrouver directement à la fin de ce webinaire tantôt. Allons voir notre prochaine présentation, celle de la Fédération des parents francophones de la Colombie-Britannique. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Cécile Corbet, agente de ressources humaines des centres de garde au sein de la Fédération des parents francophones de Colombie-Britannique. Et j'ai le plaisir aujourd'hui de vous parler de la phase 2 de notre projet intitulé Stratégie innovatrice de recrutement et appui en formation en petite enfance en Colombie-Britannique. Alors, quelle a été notre initiative? Donc, le but a été de poursuivre la mise en œuvre de stratégies de recrutement dans les services de garde francophones, de solidifier la mise en place des stratégies permettant la rétention des éducateurs ou des éducatrices, en leur proposant un programme de formation adapté, et puis de valoriser et soutenir le milieu de la petite enfance. Alors, à quels besoins a répondu cette initiative? Donc, le domaine de la petite enfance est composé de professionnels passionnés et talentueux, et qui ont un rôle à jouer dans leur communauté. Malheureusement, ces professionnels sont peu nombreux alors que la demande des familles est souvent constamment en hausse. Donc, on a reconnu plusieurs besoins qui se sont témoignés dans la communauté. Il y a tout d'abord eu le besoin de recrutement de professionnels qualifiés, le besoin aussi de ces professionnels de renforcer leurs capacités professionnelles grâce à notamment une programmation de formation continue, riche et adaptée. Le besoin d'échanger, de partager les bonnes pratiques, le besoin de valoriser une profession pour attirer de nombreux talents, et enfin le besoin d'accompagner et de sensibiliser le public extérieur au domaine, et puis grâce à des outils d'information euh, concernant en fait la petite enfance. Donc, en quoi consiste cette initiative de façon plus détaillée? Donc, en fait, cette initiative s'est traduite de plusieurs manières. Tout d'abord, de créer une programmation conséquente de formation continue qui ont répondu donc aux besoins dont on a parlé un petit peu plus tôt pour outiller les éducateurs et éducatrices. Ça s'est également traduit grâce à l'octroi de plusieurs subventions d'appui à la formation formelle de centres de garde francophones. Et enfin, l'augmentation de manière significative d'éducateurs et d'éducatrices en petite enfance. Tout ça n'aurait pas été possible sans nos partenariats sans faille. Merci à nos nombreux partenaires. Ils ont été d'une aide vraiment précieuse dans ce projet. Donc, on a créé et renforcé nos partenariats, notamment avec Collège Éducacentre, le Conseil scolaire francophone, la Commission nationale des parents francophones, et puis le regroupement de parents présents dans d'autres provinces. Réseau Santé et la Société de développement économique de Colombie-Britannique ont eux aussi soutenu le projet en tant que partenaires. Merci beaucoup à eux. Et nous avons très régulièrement mis en place des rencontres tout au long de ce projet afin de donner des informations régulières et de maintenir une bonne communication dans nos échanges. Ça s'est avéré très bénéfique puisqu'on a pu partager des bonnes pratiques, des astuces et des stratégies qui ont enrichi nos réflexions durant cette initiative. Alors, quels sont les défis que l'on a rencontrés au fur et à mesure? Donc, on a rencontré plusieurs contraintes, notamment pour le recrutement et la rétention du personnel qualifié en Colombie-Britannique. La première contrainte est le nombre très restreint de candidatures qualifiées, c'est-à-dire qui ont déjà un diplôme. Même dans les grandes villes, les postes à pourvoir sont plus nombreux que le nombre de candidats disponibles et sans une qualification, c'est parfois difficile de pouvoir travailler puis d'ouvrir un centre, par exemple. Vient ensuite la contrainte de la réglementation en matière d'immigration, puisqu'une très grande majorité des candidatures francophones provient de l'extérieur du Canada. Et donc ces règles sont plus délicates et ne favorisent pas forcément l'embauche d'éducateurs ou d'éducatrices francophones, bien au contraire, notamment en matière d'équivalence de diplôme. Alors, quelles ont été les solutions que nous avons proposées durant notre initiative et que nous avons mis en place? Donc, on a travaillé de concert avec nos partenaires pour informer et sensibiliser les candidats postulant de l'extérieur du Canada, les règles en matière d'immigration et les parcours fastidieux pour avoir une équivalence de diplôme sont différents d'une province à l'autre. Et donc, on a constaté un besoin d'accompagnement et d'information de ces candidats pour travailler en petite enfance. Donc, on a mis en place des outils, différents outils, comme par exemple participer à des foires d'emploi, des vidéos ou encore des infographies
à la disposition des nouveaux arrivants pour mieux comprendre le domaine de la petite enfance. Et puis enfin, on a aussi bien sûr proposé des accompagnements financiers qui ont pu contrer justement les limites financières, notamment pour finir les formations en petite enfance. Quels ont été les principaux impacts de notre initiative? Il y en a eu plusieurs il y en a eu il y a eu des impacts très positifs, notamment au sein de différentes communautés. Beaucoup d'éducateurs et d'éducatrices sont devenus qualifiés grâce à nos actions. On a pu aussi retenir de nombreux éducateurs francophones dans nos centres, puisque c'est quand même un sujet qui est complexe et crucial en petite enfance. On a mis en place une orientation et une intégration poussée, avec un accompagnement très poussé également, puisque ça reste essentiel pour maintenir nos équipes, des équipes solides en place. Et on a aussi mis en place, bien sûr, des formations continues à distance. Ça a été la pratique d'ailleurs la plus prometteuse puisqu'elle a permis finalement de répondre à un besoin important et d'avoir de nombreux éducateurs qui se sont inscrits dans plusieurs formations. Leur retour a été systématiquement positif, donc on a été assez engagés dans ces formations continues. Et enfin, quelles ont été les retombées de notre projet pour la communauté francophone? Donc, plusieurs éducateurs ont fini leurs études et ont reçu en fait des certificats en petite enfance grâce à cette initiative. Grâce à l'obtention de leur diplôme, on a pu aussi ouvrir plusieurs garderies préscolaires et augmenter l'amplitude horaire de plusieurs autres centres. Ça nous a permis aussi d'avoir un plus grand bassin d'éducateurs remplaçants, et ce qui a empêché des interruptions, notamment des interruptions de service. Ça a aussi permis d'agrandir en fait certains de nos centres qui étaient en région grâce aux formations. Et puis enfin, ça nous a permis aussi de proposer l'ouverture à temps plein de centres qui a été très bien accueillie par les familles et a permis de répondre aux besoins importants de la communauté. Donc on est très fiers d'avoir proposé ce projet. Si vous voulez en savoir un petit peu plus, n'hésitez pas à aller sur notre site internet. Vous avez toutes les informations qui s'affichent à l'écran. Et on tenait aussi à remercier très fortement donc, nos partenaires, la CNPF, REDE Canada, tous nos partenaires pan-canadiens qui sont affichés à l'écran également, et notamment bien évidemment la CUFC. Sans tous ces partenaires, notre initiative aurait été beaucoup moins, en fait, aurait eu un impact beaucoup moins important dans le sein des communautés, ce qui a été extrêmement positif. Donc, un grand merci à tous nos partenaires. Merci à vous, merci à vous et merci de votre écoute. Et puis, en espérant vous communiquer avec vous plus tard ou vous retrouver sur notre site internet. Merci. Merci pour votre belle présentation, Madame Corbet. Je vais vous inviter à ouvrir votre caméra et à venir me rejoindre tout de suite à l'écran. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser directement dans questions-réponses. Vous avez également les adresses courriel pour pouvoir communiquer directement avec la Fédération, ainsi que tous les liens des sites web dans la boîte de clavardage. Ça va bien? Bonjour, oui, ça va très bien. Je suis pardon, ça me fait très plaisir d'être là avec vous et puis de suivre toutes ces belles présentations et de parler de notre superbe initiative. C'est inspirant de voir tout ce qui se passe au niveau pan-canadien, au niveau de la petite enfance, hein? Ça C'est donne passionnant. vraiment plein d'idées. Exactement. Les stratégies de recrutement sont essentielles à la survie du secteur. Puis je pense avec les résultats que vous avez démontrés, là, vous avez vraiment mis en valeur et dépassé les attentes aussi là, pour le milieu de la petite enfance chez vous. On peut constater de bons résultats donc découlant de votre initiative. Bravo. C'est fort intéressant. Dans votre présentation, vous avez parlé aussi d'opportunités de subvention, d'appui à la formation initiale. Quelle forme a pris cette subvention et quels ont été les impacts pour les centres de garde francophones? Oui, c'est une très bonne question. Alors, il y a eu plusieurs types de subventions. Il y a à la fois des subventions financières qui ont été proposées à des centres, en fait, qui permettaient d'utiliser, en fait, un outil, de l'aide financière pour à la fois payer des cours, pour pouvoir aider des éducateurs et des éducatrices à poursuivre leur formation, mais aussi, pourquoi pas, pour payer en tout cas, proposer du financement pour des éducateurs ou des éducatrices pour qu'ils suivent des cours, qu'ils aient des heures dédiées à la formation, qui
puissent prendre du temps, parce que la plupart travaillent à côté pendant qu'ils suivent des cours, donc prendre du temps pour pouvoir suivre des cours et avoir des remplaçants ou des remplaçantes. Et puis on a aussi profité de certaines subventions qui sont proposées par le gouvernement provincial, qui ont permis également d'accompagner financièrement les personnes qui souhaitaient aussi continuer leur formation en petite enfance, soit parce qu'ils avaient déjà validé des modules, ou soit parce qu'ils souhaitaient en poursuivre, bien sûr, en français, grâce à Collège Éducacentre, par exemple. Excellent. Est-ce que vous croyez que ces aides-là vont poursuivre lorsque vous allez continuer cette initiative? Oui, on espère. Et puis, je pense, puisqu'en fait, grâce à cela, c'est un des moyens, je dirais, qui est le plus prometteur pour pouvoir encourager et aider les éducateurs ou les personnes qui souhaitent poursuivre leur formation, qui ont l'envie, mais qui n'ont pas forcément le soutien financier. Ça peut être un des freins. C'est pas le seul, mais ça peut être un des freins. Et si on peut pallier à ce frein-là en leur proposant justement d'être accompagnés financièrement et de pouvoir poursuivre leurs études, c'est au contraire extrêmement bénéfique. Donc, je suis très confiante que ces soutiens vont pouvoir continuer. Et puis aussi, ça permet également de proposer des formations, de faire suivre des personnes, de faire suivre, pardon, des formations francophones qui sont adaptées aussi au contexte de communautés minoritaires, dans un contexte minoritaire ici. Donc, c'est l'aspect formation, mais aussi tout l'aspect contextuel, culturel qui est à côté, qui est vraiment très important et qui est très précieux, qui peut être aussi proposé en même temps. Oui, tout à fait. Puis vous semblez aussi être toujours en alerte de savoir quelles opportunités financières ou financières qui sont disponibles pour le personnel éducateur. Vous avez parlé aussi du gouvernement qui offre des subventions. Donc, félicitations d'être ouverte à ça et d'appuyer les éducatrices et les éducateurs à continuer à poursuivre leur éducation. Vous avez également parlé de la mise en place d'une orientation et d'une intégration poussée pour maintenir vos équipes en place. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples concrets et des procédures ou activités qui ont justement permis d'améliorer la rétention des professionnels formés? Tout à fait. Alors, je pense que tout le monde se souvient toujours de son premier jour lorsqu'on commence un nouvel emploi, ou de sa première semaine d'orientation, d'intégration. Donc, c'est vraiment essentiel de bien, comment dire, accompagner et soutenir les professionnels lors de leur première semaine, ou même de leur premier mois, ou même premier jour. C'est en fait ce qu'on a mis en place, ces différents modules d'accompagnement, tout simplement pour montrer et écouter les personnes, comprendre d'où elles viennent, quelle est leur culture, quelle est leur façon de fonctionner, leurs attentes, leurs peurs, comment les rassurer, et puis aussi leur proposer de s'adapter à tout le contexte de situation minoritaire, notamment quand on a des communautés et des familles qui ont voilà, des problématiques particulières, surtout quand le français est en situation minoritaire. Ça permet aussi de montrer donc toutes les procédures, les attentes, et ces personnes-là, en fait, on se rend compte qu'elles sont beaucoup plus sereines, beaucoup plus à l'aise quand elles suivent tout un parcours qui est préétabli et qui leur permet en fait de démarrer de manière beaucoup plus opérationnelle avec les enfants, avec les familles, directement dans les centres de garde, en fait de manière sereine, en essayant de respecter au maximum des valeurs telles que la diversité, l'inclusion, et puis de leur proposer aussi d'avoir un sentiment d'appartenance à cette communauté francophone en contexte minoritaire. C'est très, très important. Puis la grande question, comment qu'on motive les éducatrices et les éducateurs à suivre des formations continues à distance? Ça, c'est une excellente question. Je dirais d'abord, c'est d'écouter les besoins des personnes, leur demander de quoi avez-vous besoin, qu'est-ce qui est important pour vous, et puis de se rendre compte qu'en fait, on a toujours, parce qu'il y a les personnes qui commencent dans un nouvel emploi, puis il y a les personnes qui sont là depuis longtemps, qui ont envie de progresser, qui ont envie d'en apprendre plus. Donc, je pense que la clé, c'est d'écouter leurs besoins, d'écouter les personnes et de proposer des formations qui ont été à leur demande, et pourquoi pas aussi des nouveaux concepts, des nouvelles choses. Et l'avantage, c'est que comme c'est à distance, c'est beaucoup plus accessible aussi. Il y a du pour, il y a du contre, mais un des pour, c'est que c'est beaucoup plus accessible et qu'on peut avoir beaucoup plus accès aussi à des formateurs de qualité qui pourraient venir d'ailleurs, et que voilà, si on était en présentiel, on aurait moins la capacité. Donc c'est un des avantages également.
C'est excellent. Merci, Madame Corbet. Je ne sais pas si vous avez des Merci. questions dans la salle, dans le webinaire. N'hésitez pas à pouvoir les poser directement dans la boîte de questions-réponses. Accueillons maintenant nos invités à vraiment se joindre à moi pour une dernière discussion de groupe. Donc, avant d'aller voir, là, je regarde questions-réponses. Les gens sont un peu gênés dans la boîte webinaire ou bien vous avez tellement bien expliqué que les personnes n'ont pas de questions à vous poser directement. Puis, n'oubliez pas, vous avez les coordonnées directement de tous nos panélistes aujourd'hui, nos invités dans la boîte de chat directement. À votre avis, dans quelle mesure la possibilité de concilier travail et études influence-t-elle les taux d'inscription aux formations que vous avez? Donc, aléatoirement, celle qui souhaite y répondre, je vous laisse la parole directement. Je peux peut-être commencer si Oui, allez-y. Pour moi, il y a deux énormes avantages. Premièrement, quand on a des personnes, par exemple, qui sont en reconversion professionnelle et qui n'ont pas l'opportunité financière de reprendre des études à temps plein, le fait d'être à temps partiel leur permet de gagner de l'argent à côté et donc de pouvoir subvenir à leurs besoins. N'oublions pas que, évidemment, le coût de la vie joue beaucoup. Et la deuxième, je dirais, le deuxième point, c'est d'avoir des personnes justement qui gagnent de l'expérience en même temps. C'est-à-dire qu'ils suivent des cours et puis ils peuvent se former sur le terrain en même temps, sur le plancher, pour comprendre. Oh, je sais pas si elle a figé. Je peux peut-être continuer, voir si elle revient, mais je serais du même avis que d'avoir la chance de pouvoir pratiquer ce qu'ils apprennent en même temps qu'ils étudient et continuer à travailler pour gagner le salaire. Je pense que c'est très encourageant pour, comme mentionné, c'est des personnes en reconversion de carrière, mais aussi pour des personnes qui sont dans le domaine depuis longue durée, qui hésitaient toujours de faire le saut. C'est un peu moins épeurant quand tu peux toujours maintenir ton emploi et ton salaire, de tenter l'expérience, je pense. Exactement. C'est Mhm. vraiment important de maintenir son emploi. Madame Ouais. Jeanne, vous voulez ajouter à la question? Oui, oui, oui. Moi, je dis que c'est facile à combiner étudier et travailler parce que la plupart des cas, il y a des personnes qui ont des familles, qui ont des enfants. Donc, ça t'aide à... Tu étudies en ligne, tu restes à la maison, donc tu ne te déplaces pas. Et puis, en même temps, tu gardes ton travail, il y a stabilité là où tu habites. Parce que quand tu dis, OK, je suis là, je travaille, et en même temps, je fais des cours, ça te dit que dans l'avenir, tu auras un meilleur avenir. Donc, pour quitter une province à l'autre, c'est quand tu te sens vraiment, tu n'as rien trouvé là où tu es. Donc, quand tu fais les deux, tu te sens stable et tu t'installes d'une façon bien et tu donnes aussi le modèle à tes enfants. Mm. Mhm. Tout à fait, la persévérance, de pouvoir continuer d'atteindre d'autres niveaux. On a une question du public. Est-ce que les candidates étaient déjà reliés au domaine de la petite enfance que vous avez? Puis une deuxième question, y a-t-il eu beaucoup de reconnaissance des acquis? Est-ce que peut-être Mme Vinet à l'Université Saint-Boniface? Bien, je dirais dans le programme Milieu de travail, oui, c'était des personnes qui étaient déjà dans des emplois. Du côté programme irrégulier, pas nécessairement. On a une bonne variété. Par rapport aux reconnaissances des acquis, oui, on a des personnes qui ont des expériences antérieures ou des formations. On va regarder le dossier, on va faire de l'évaluation des compétences, puis là, on voit si c'est possible. Donc, c'est déjà arrivé dans le passé assez fréquemment qu'on va faire la reconnaissance des acquis. Excellent, Mhm. merci. Quels sont les éléments que les apprenants et apprenantes apprécient le plus de vos formations? Qu'est-ce que vous attendez là, quand elles prennent vos cours ou que ces personnes-là prennent vos cours? Chez nous, ce que j'ai remarqué, les apprenants qui prennent des cours, c'est augmenter le salaire. Parce que tu es payé avec ton niveau. Niveau 1, tu as ton salaire. Niveau 2, tu as un salaire qui est élevé. Donc, c'est augmentation du salaire et bien sûr un certificat. Et aussi, tu as de la matière à donner. Une éducatrice qui n'est pas formée, vraiment, ça, c'est différent.
d'une éducatrice qui est formée. Donc, il y a aussi le fait que des parents qui ont des enfants dans une classe où l'éducatrice n'est pas formée, n'ont pas vraiment beaucoup de confiance que quand les parents ont des enfants avec une éducatrice qui est formée, il y a l'appréciation des parents, il y a la confiance et aussi il y a l'estime de soi qui est né avec ça. Ouais. Exactement. Puis là, on augmente aussi la confiance en soi, hein, dans son Mhm, rôle de personne éducateur, éducatrice en petite enfance. mhm. Est-ce que vous, Madame Corbet, Madame Vinet, avez des ajouts à faire par rapport à c'est quoi le ressenti? C'est qu'est-ce que vous attendez là, des gens quand ils ont terminé ou qui suivent encore un cours chez vous, là? Qu'est-ce qu'ils apprécient? Je pense pour nous, ils aiment bien. Beaucoup de nos travaux sont très pratiques. Donc, en milieu de travail, on leur demande de pratiquer certaines choses dans leur milieu de travail. Puis, souvent, ils reviennent ils sont comme, ah, ça, j'aurais aimé ça savoir ça il y a comme 2, 3, 4, 5 ans. Tu sais. Donc, parfois, c'est juste de découvrir une nouvelle connaissance qui leur apporte tellement de bien dans leur milieu de travail. Donc, pour moi, c'est souvent ces moments-là que je trouve fantastique et tu vois l'effet de la formation sur le travail directement. Donc, je trouve que ça, c'est des bons moments pour nous. Hmm. Ça vous permet de continuer à miser sur ce secteur-là et à développer de nouveaux programmes ou nouvelles formations en même temps. Est-ce que vous, Madame Corbet, avez quelque chose à ajouter? Oui, alors tout d'abord, veuillez m'excuser pour la connexion Internet. J'ai pu vous rejoindre rapidement. Oui, c'est super parce qu'en plus, il y a certaines formations qui permettent d'en savoir un peu plus sur la pédagogie, la philosophie et les particularités provinciales, notamment en Colombie-Britannique, le cadre pédagogique de la petite enfance de la Colombie-Britannique. Donc, en fait, d'associer la théorie à la pratique, est vraiment idéal, en fait, je pense, comme combinaison. Excellent. Puis comment, selon votre expérience, là, créer, maintenir des partenariats durables dans le secteur de la petite enfance? Je pense pour nous, c'était vraiment être à l'écoute de quels sont les besoins de nos partenaires communautaires, puis essayer d'y répondre. Donc, c'est pas toujours évident, mais grâce justement à ces projets de l'ACEC, on a vraiment pu aller répondre à des grands besoins comme offrir la formation à distance. C'était toujours un souhait, c'est devenu une réalité, puis les directions sont très reconnaissantes pour cela. Donc, c'est vraiment ça, c'est essayer d'être à l'écoute de qu'est-ce qu'on nous demande et voir qu'est-ce qu'on peut faire pour répondre à cette demande. Mhm. Une autre personne aimerait ajouter? Ça va? Mhm, Quelles sont les leçons apprises lors de la mise en œuvre de vos projets? mhm. Chez nous, dans l'association des parents francescois, on a senti que vraiment il faut faire la fédération. La fédération des centres éducatifs et des garderies, parce que par là, il y a moyen de faire des rencontres, des concertations, des sondages pour faire avancer la profession en petite enfance. C'est ça qu'on a senti comme quelque chose de valeur pour la petite Hmm, enfance. Mhm. excellent. Est-ce que vous, Madame Corbet, Madame Vinet, c'est quoi les plus grandes leçons apprises dans la mise en œuvre de vos initiatives? Je pense qu'il faut pas, il faut persévérer. Si je peux me permettre, il faut vraiment persévérer et que en fait, c'est vraiment important de pouvoir en fait se dire que même si on a des défis rencontrés, le fait de continuer et de pas lâcher les initiatives en fait, et puis de trouver encore des bonnes solutions, d'écouter, de travailler avec nos partenaires, de partager ces bonnes pratiques, comme par exemple là toutes les belles pratiques qu'on entend de la part des autres présentations des provinces, c'est extrêmement intéressant et encourageant et que même si on a des défis, voilà, la persévérance, je pense est vraiment Elle est de essentielle. mise. Oui, parce que la pénurie du personnel existe, mais je veux dire, il existe aussi des solutions et puis on peut travailler tous la main dans la main pour trouver des belles solutions et voilà, semer des graines et voir les beaux arbres qui vont ensuite pousser grâce à ça. Parfait, merci. Et vous, Madame Vinet, Oui, dernier mot de la fin? j'ajouterais juste peut-être comme vraiment embarquer dans la technologie. Souvent, on en a peur, mais ça nous apporte beaucoup de potentiel.
malgré parfois il y a des petits pépins comme Cécile vient de vivre, ça fait un peu rigoler parce que j'étais comme, oh, la technologie, hein, comme... Mais en même temps, ça nous permet tellement de belles choses. Quand même, regarder cette conférence, on est un peu partout au Canada, puis on a pu se rassembler. Donc, je pense que c'est nécessaire, puis c'est le futur. Donc, je pense que c'est important d'explorer tout ce que la technologie nous permet de faire. Mais même, comme tu dis, il y a des défis parfois, Cécile, mais ça, les bienfaits dépassent les Exactement. défis. Ouais. Excellent. On vient tout juste de recevoir une nouvelle question dans la boîte questions-réponses de Mme Brouillette. Je la trouve tellement importante, cette question. Dans vos provinces respectives, est-ce qu'il y a des engagements significatifs des gouvernements provinciaux dans le secteur de la petite enfance? Et moi, j'ajouterais au niveau de la francophonie, qu'est-ce que les gouvernements, est-ce qu'ils sont ouverts? Moi, je peux dire qu'en Saskatchewan, vraiment, il y a l'engagement du gouvernement parce que j'ai dit que dans les centres éducatifs, il y a tout le temps un consultant qui est là pour appuyer la direction, pour voir dans des classes, il y a autant d'enfants parce qu'il y a des ratios à suivre, pour voir si le personnel est formé. Oui. Puis est-ce que c'est Mme Jeanne, Mme Vinet, Mme Corbet, est-ce qu'il y a vraiment des engagements significatifs financiers, là? Pas juste un accompagnement ou des oui-dire, mais les décideurs politiques sont-ils derrière? Est-ce qu'il y a des financements qui sont disponibles pour le secteur de la petite enfance? Il nous reste 1 minute que vous pouvez répondre directement à cette question. Une personne veut s'avancer? Je Et vais quand même, peut-être maintenant, aller... les frais de Pardon, gaz Jeanne. sont en bas, c'est 10 $ par jour. Oui, et Oui. aussi les éducateurs et éducatrices maintenant ont un bon salaire. Hein? Maintenant, pour commencer, ils commencent par comme 16 $ de l'heure avec un niveau 1. Oui. Et Niveau Mme 3, Corbet, maintenant, vous ils sont alliez 25 dire... $. Hein? Vous alliez dire, Mme Corbet, dans votre province, est-ce qu'il y a des engagements significatifs de la province? Oui, tout à fait. Au niveau financier, effectivement, ce qui s'appelle le Wage Enhancement Grant, qui correspond à 6 $ de l'heure supplémentaire par rapport à leur salaire. Donc, c'est probablement peut-être ce que rejoint ce que disait Jeanne à l'instant. Il y a également des subventions pour les formations qui sont proposées pour les employeurs, en fait, qui font des demandes de subventions et qui permettent de payer la totalité, en tout cas, enfin, les employeurs sont remboursés sur une grande partie, 80%, des cours pour les éducateurs et éducatrices. Donc ça, c'est quand même vraiment très intéressant puisque l'éducateur et éducatrice n'a rien à avancer. Finalement, c'est la province qui paye une très, très grande partie, le reste, l'employeur. Donc ça, ça fonctionne une bonne vraiment très, nouvelle. très bien. Ah ouais, ça fonctionne vraiment très, très bien. Excellent. C'est les deux principales initiatives là qui me viennent en tête. Excellent. Merci beaucoup pour votre participation aujourd'hui, puis bravo encore une fois pour vos initiatives. Ceci met fin à notre dernière séance virtuelle de la journée. Un grand merci à vous toutes d'être ici et à nos participants au webinaire là, qui nous ont suivis tout au long de la journée aujourd'hui. Ce fut fort agréable de prendre connaissance de vos initiatives. C'est tellement inspirant de voir ce que vous faites dans vos provinces respectives. À noter que toutes les séances sont enregistrées, seront disponibles la journée suivante de ce webinaire ici sur le site web Plein Feu, qui est indiqué directement dans la boîte de clavardage ici, dans la boîte du Zoom. Merci d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Puis nous espérons que les présentations vous ont plu. Vous serez de retour le 13 décembre pour découvrir davantage d'autres initiatives qui ont eu lieu en petite enfance dans d'autres provinces et territoires. Merci au gouvernement du Canada et aux partenaires de la CEFC pour cette grande initiative Plein Feu sur les projets. Donc, bonne fin de journée à vous tous et à très, très bientôt. Merci.